19h, 21h, Europe 1 Soir. Charles L'Huillier. Je suis toujours accompagné pour cette deuxième heure d'Alexandre Malafaille et donc de Jean-Michel Salvatore qui continueront d'être avec moi jusqu'à 20h30. Et notre invité ce soir, c'est Michel Fayad. Bonsoir Michel Fayad. Bonsoir, vous êtes notre invité. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. Votre dernier ouvrage, Après la guerre, point d'interrogation, la menace à nos portes, livre passionnant paru chez Fayard. Alors, vous êtes tout indiqué, Michel Fayad, pour évoquer ce futur parc d'attractions sous pavillon saoudien dans le Val d'Oise. Je vais rappeler quelques chiffres clés avant de vous donner la parole. 6 milliards d'euros, 22 000 emplois à la clé, et donc un nouveau complexe de 50 hectares avec 7 zones thématiques et plus de 30 attractions. Le premier parc, nous dit-on, serait dédié à Dragon Ball Z. Il y aura aussi des restaurants, des hôtels, ce sera pharaonique. Alors, je le disais tout à l'heure, pavillon et parc d'attractions sous pavillon saoudien. Est-ce que c'est innocent, Michel Fayad ? Pas du tout, parce que vous savez, en 2018, au début du mandat d'Emmanuel Macron, vous savez, MBS, ça rimait plutôt avec Khashoggi. Vous savez, Mohamed Ben Salman. Voilà. Absolument, Mohamed Ben Salman, ça rimait avec Khashoggi, qui était donc ce journaliste et autres qui a été assassiné, découpé en plein consulat saoudien en Turquie. Et donc Emmanuel Macron, comme les autres chefs d'État et de gouvernement, voulait tout mais pas le recevoir, tout mais pas s'afficher avec lui. Alors ce qu'a fait Mohamed Ben Salman, c'est il a essayé de gagner en image. Et c'est formidable ce qu'il a réussi en termes d'image. Aujourd'hui, quand vous dites Mohamed Ben Salman, vous pensez justement le parc Dragon Ball, vous pensez l'intelligence artificielle, vous pensez toutes sortes de choses qui sont attrayants. Emploi, comme vous l'avez dit, 22 000 emplois, 6 milliards, de l'argent, etc. En fait, si vous réfléchissez, il s'est rendu utile. Et en se rendant utile, il s'est acheté une nouvelle image. Et utile pas seulement avec les investissements pour Dragon Ball, etc., mais c'est parce que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est l'un des pays qui achète le plus d'armes françaises. Et c'est vrai, Michel Fayad, qu'il y a quelques années, on cherchait comment éviter de le recevoir. Aujourd'hui, et on l'a vu à l'Élysée avec Emmanuel Macron, on lui déroulerait presque le tapis rouge. Quelque chose a changé ? Mais bien sûr, parce que, comme je vous dis, c'est lui aujourd'hui qui, avec les Émirats Arabes Unis, sont les principaux acheteurs d'armes françaises, plus que le Qatar. C'est lui qui, aujourd'hui, donc, investit dans l'intelligence artificielle, qui investit dans le divertissement avec le parc Dragon Ball et 2 autres parcs, d'ailleurs. C'est lui qui en fait parle de construire des villes de zéro en Arabie Saoudite et qui invite des sociétés françaises à venir y investir et à y construire. Donc, et c'est aussi le pétrole, le gaz, de l'argent. Donc, pas le gaz, pardon, le pétrole. Mais je veux dire il s'est rendu utile, comme je le disais. En se rendant utile, eh bien, il est devenu très important pour un pays comme le nôtre qui malheureusement connaît des difficultés économiques. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense aussi, c'est que ce que ça cache. Alors justement, est-ce que la France est en train de vendre son silence à Riyad, si j'ose dire ? Oui, parce que justement, quand on vend nos armes à l'Arabie Saoudite, il faut voir à quoi servent ces armes. Il y a eu les Yemen Papers qui ont révélé que en fait, nos armes servaient justement lors de la guerre au Yémen. Donc le Yémen avec le Soudan, ce sont les 2 pays où il y a la famine la plus importante au monde. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est aussi toute l'influence et tout l'argent qui a été déversé pendant des années dans l'islam en France. Une partie de l'islam en France a été construit et bâti par l'Arabie Saoudite, que ce soit les livres, que ce soit les bourses, que ce soit des mosquées comme celle d'Evry, celle de Lyon, que ce soit des lieux islamiques, etc. Donc l'Arabie Saoudite a beaucoup pesé d'un point de vue islamique wahhabite en France, et c'est là en fait où en France on est en train de fermer un peu les yeux. On dit que on fait un peu la morale à d'autres pays en termes de politique étrangère, mais nous de notre côté, une fois que l'Arabie Saoudite nous montre ses gros contrats, on est prêt à abandonner nos principes et nos valeurs. On ferme nos yeux, on oublie Khashoggi, on oublie le Yémen, on oublie le wahhabisme, on oublie ce que l'Arabie fait par rapport à l'islam en France. Combien d'exécutions Alexandre chaque année en Arabie Saoudite ? Des centaines. Des centaines, si ce n'est en milliers. Au sabre. Et d'ailleurs, absolument, vous savez, donc MBS a réouvert le cinéma, a autorisé les femmes à conduire, mais en même temps, c'est des records
historique de pendaison, de sabres, de peines de mort en réalité qui sont appliquées en Arabie Saoudite. Vous avez parfaitement raison. Et il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que l'Arabie Saoudite, comme Emmanuel Macron, soutiennent Joulani en Syrie. Et Joulani en Syrie, c'est un terroriste. Alors j'aimerais que nous revenions, même si c'est passionnant ce que vous nous expliquez là, Michel Fayad, parce que nous comprenons grâce à vous les enjeux et les jeux géopolitiques qui se cachent derrière ce projet pharaonique. J'aimerais que nous revenions justement plus concrètement sur ce projet de parc d'attractions, et c'est vrai que cela ne fait pas forcément l'unanimité chez nous en France. J'aimerais que nous écoutions Éric Nolot, journaliste et écrivain qu'on ne présente plus. Il a fustigé l'investissement saoudien dans ce projet de parc d'attractions. Il était ce matin sur Europe 1. Je ne vais pas sauter de joie à l'annonce d'un parc d'attractions créé sur le thème de Dragon Ball, s'il vous plaît, par l'Arabie Saoudite qui découpe ses opposants à la scie vivants, sans compter le soutien de l'Arabie Saoudite à des tas de mouvements opposés et pour ne pas dire ennemis farouches et mortels de la France. Moi, je pense que l'argent n'excuse pas tout. J'aurais préféré que ça soit un financement français et beaucoup moins douteux que celui de l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs pas le financement étranger en tant que tel, mais je trouve que l'Arabie Saoudite pose un problème particulier. Et puis, plus concrètement encore, Alexander Nikolic, porte-parole du Rassemblement national, a réagi sur la question ce matin sur France Info. Je trouve ça un petit peu étrange sur le thème. Vous savez, on est le pays où il y a le plus de touristes au monde, justement parce qu'on met souvent... notre culture est la plus admirée dans le monde, notre histoire. On voit d'ailleurs le succès du Puy du Fou. Peut-être que ça aurait été mieux de mettre en avant, je sais pas, nos grands aviateurs, un parc sur l'histoire de l'aviation avec des attractions par ailleurs, mais pour les faire découvrir de manière ludique, pour faire découvrir je sais pas, on est le pays de l'invention, donc autour de Léonard de Vinci ou de Napoléon. Voilà, Alexander Nikolic, porte-parole du Rassemblement national. Alors, une fronde en France, et c'est vrai que c'est un projet qui n'est pas forcément populaire pour l'instant, même lorsqu'on rencontre les habitants de Cergy-Pontoise et qu'on les interroge sur ce futur parc d'attractions. Je vais redonner la parole à Michel Fayad dans un instant, mais juste avant, Jean-Michel Salvatore, j'aimerais vous écouter sur la question, parce que vous avez un avis, comme on dit, assez impopulaire, étant donné que pour vous, ce parc d'attractions, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est cornélien comme histoire, parce que il faut quand même bien voir que sur ce territoire, vous avez plus de 15% de chômeurs. Et donc, quand vous avez un investisseur qui arrive en disant je vais créer 22 000 emplois, évidemment que on est forcément totalement tiraillé. J'ai bien écouté ce qu'a dit Michel. C'est vrai que l'Arabie Saoudite est très présente en France, notamment à Paris, puisque les plus grands palaces parisiens appartiennent à l'Arabie Saoudite. C'est le cas du Georges V, par exemple. Je crois que ça a été vendu. C'est le cas du Crillon. Ok. Mais moi, la question que alors l'économie, alors vous, c'est ça qui vous intéresse. De poser à Michel, c'est est-ce qu'à votre avis, il faut réduire ou rompre nos relations économiques avec l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il faut arrêter de leur vendre des armes? C'est vrai que Dassault leur vend beaucoup d'armes, notamment des Mirage, pas des Rafales, mais des Mirage. On vend aussi beaucoup d'électronique de défense à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique que vous décriviez tout à l'heure? Michel Fayad. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on rompt avec l'Arabie Saoudite, on n'a pas d'alternative. En fait, ce qu'il faudrait, par rapport aux armes notamment, c'est établir une priorité européenne d'achat des armes. Parce que si on instaurait une priorité européenne d'achat d'armes, alors on pourrait réduire cette dépendance vis-à-vis des pays arabes du Golfe. Juste pour que vous sachiez, mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Égypte, je dis l'Égypte parce que l'Égypte ne paye pas, c'est les Arabes du Golfe qui payent pour elle, représentent 43% du chiffre d'affaires du complexe militaro-industriel français. 43%. Donc, on ne va pas le remplacer du jour au lendemain par quelqu'un, sauf si on fait une priorité européenne. Là, on pourrait réduire les 43% peut-être à 10-15% et avoir une véritable... quelque chose au niveau européen. Et là, ça serait beaucoup plus intéressant pour nous, et parce qu'il n'y aurait pas de dépendance vis-à-vis des Arabes du Golfe. Et donc, on pourrait un peu leur dire non s'ils veulent nous islamiser nos banlieues, faire divulguer un islam conservateur qui n'est pas du tout compatible avec nos valeurs à nous. Voilà. Alexandre Malafaille. Oui, ce qui est très dommage dans cette histoire, mais qui est en fait lié à tous les flux importants d'investissements directs étrangers en France, c'est qu'en fait on se rend compte que on n'a plus assez de liquidités disponibles, en tout cas
pour investir en France. Alors, on a de l'épargne en quantité phénoménale. Est-ce que ça pose un problème de souveraineté, selon vous, Alexandre Malafaille? Ça pose plein de problèmes, bien sûr. Ça pose un problème de souveraineté. Quand vous avez un actionnaire qui n'est pas français, loin des yeux, loin du cœur. Les décisions, quand vous les prenez en étant loin des gens qui sont concernés, elles sont encore plus faciles à assumer et à endosser, si je puis dire. Donc ça, c'est un vrai sujet. On le voit dans plein de domaines. On l'a vu dans plein de domaines industriels où on a eu un certain nombre d'investisseurs qui étaient loin, américains, indiens, etc., et qui n'ont pas hésité à prendre les décisions qu'ils voulaient et en faisant fi des engagements pris et des règles du jeu et des gens, parce que quelque part, c'est pas leur souci. Puis ils ont un autre rapport au monde et un autre rapport à l'économie. Ils sont pas le sens de la protection que nous, on va avoir un peu chevillé dans notre modèle par rapport aux populations et aux gens qui sont concernés. Après, sur ce type d'investissement, moi, c'est vrai que je suis un peu fasciné par le décalage de séquence. Ça me rappelle un peu la photo d'Emmanuel Macron sur son scooter des mers il y a pas très longtemps. On dirait il est aux commandes, etc. Super. Un peu décalé en termes d'image dans une France qui était en grande difficulté. Et là, on annonce un grand parc d'attractions. Waouh, super. C'est vrai que j'aurais préféré à choisir un investissement sur une grande fabrication de climatiseurs sur territoire européen, parce qu'on sait qu'on va en avoir de plus en plus besoin, des projets qui sont un peu en phase avec les préoccupations du moment. Voilà, ça m'aurait paru un peu plus pertinent. Auriez-vous, et là je quitte l'aspect géopolitique dont on parlait avec Michel Fayad, mais auriez-vous préféré également que ce soit Victor Hugo, Napoléon, plutôt que Dragon Ball Z? Alors cette histoire, Alexandre Malafaille. Alors, pour le plan strictement personnel, la réponse est oui, évidemment. L'histoire des rois de France, on pourrait imaginer plein de choses. Et d'un point de vue business. Mais après, il faut être pragmatique. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui va attirer? Parce que tant qu'à faire, il faut que ça marche. Parce qu'on a vu effectivement des fiascos précédents. L'histoire de France n'attire pas. Regardez le Puy du Fou, 3 millions de visiteurs. C'est une question de scénario. C'est une question de scénario. Mais c'est vrai, quand vous voulez parler au monde entier, à la jeunesse d'aujourd'hui, à la jeunesse de demain, vous avez des marqueurs qui sont peut-être plus évidents. C'est extrêmement triste ce que vous nous racontez là, Alexandre Malafaille. Là, je me mets du point de vue intéressant, mais triste. C'est sans doute triste, mais c'est pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes investisseur, vous dites voilà, qu'est-ce qui a le plus de chances de marcher? Qu'est-ce qui fait que les 22 000 emplois vont être créés, qui vont être pérennisés? Est-ce que c'est une industrie de type climatisation? Ça, ce serait mon dada. Est-ce que c'est un parc de loisirs avec ce type de concepts de tourisme qui sont mis en avant? Alors regardez, cela dit, vous prenez aujourd'hui nos amis américains avec ce qu'ils ont fait en France. C'est pas la culture française. Bien sûr, à Marne-la-Vallée. C'est la culture américaine qui est là et qui rayonne en plein. Mais il y a dans l'Oise, près de Senlis, le parc Astérix, qui est un parc franco-belge, 3 millions de visiteurs par an. C'est pas les 16 millions de Disney, mais c'est quand même pas mal. La culture française peut aussi... elle devrait. Et je vous pose la question. Jean-Michel Salvatore, oui, effectivement. Ça existe. Vous avez le Puy du Fou qui est quand même un succès exceptionnel. Vous avez le parc Astérix, vous en avez parlé, vous avez France Miniature. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que si vous faites un parc de loisirs et que vous avez l'ambition d'accueillir 10 millions de visiteurs par an, c'est absolument considérable. Et vous ne pouvez le faire qu'avec une clientèle internationale et avec des marques. Et l'histoire française auprès de cette clientèle internationale ne fait plus recette. C'est ce que vous dites, Jean-Michel Salvatore. C'est-à-dire est-ce que vous attirez des Espagnols, des Anglais, des Belges sur l'histoire de France? J'osais espérer que oui, mais je suis peut-être naïf, effectivement. Peut-être sur Napoléon. Peut-être sur Napoléon. Voilà. Bon, qui est connu de tous. Non, moi je trouve que le sujet quand même, c'est est-ce qu'il y a de la place pour un parc aussi gigantesque que cela? Un troisième en Île-de-France. Parce qu'on a déjà, donc Disney, c'est quand même énorme. Vous avez 16 millions de visiteurs par an. Et grâce aussi aux dessertes de transport, parce que vous avez le TGV qui passe à Disney, et puis vous avez Roissy qui n'est pas très loin. Bon, là, vous êtes à Cergy-Pontoise, qui n'est desservi par aucune grande ligne de chemin de fer. Vous n'avez pas d'aéroport. Alors, donc là, est-ce que ça peut faire un Mirapolis épisode 2, cette histoire, Jean-Michel Salvatore? Je n'en sais rien. Michel Fayad. Je n'en sais rien, mais c'est possible. Les Saoudiens ont fait des investissements en France aussi qui ne sont qui ont mal fini, entre guillemets. Il y avait les histoires, ils avaient racheté des usines de poulet il y a quelques années, et en pensant que ça pourrait être très, très bien, parce que l'Arabie Saoudite est l'un des pays qui achètent le plus de poulet dans le monde, et malgré tout, eh bien, ce pari industriel avait fait un couac quelques années après. Bon, donc vous n'êtes pas forcément optimiste. On rappelle après, les gens aiment quand même les Dragon Ball, les gens aiment bien tout ce qui est... tous ces mangas, cette donc c'est quand même japonaise, donc il y a quand même un attrait de la jeunesse. Enfin, moi j'attends quand même que ça se fasse vraiment. Absolument, ça prendra des années. Il y a une annonce. On n'y est pas. Moi j'ai l'impression que la presse n'y croit pas beaucoup, parce qu'un investissement qui aboutit à la création de 22 000 emplois, ça devrait faire les titres de tous les journaux.
Et en fait, on sent bien qu'il y a une certaine réticence, notamment parce que c'est signé par Emmanuel Macron, qui ne sera plus là dans 8 mois. Jean-Michel Salvatore, Alexandre Malafaille, merci infiniment d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Michel Fayad, notre invité, analyste géopolitique et auteur donc d'un livre chez Fayard Après dont la on guerre. parle beaucoup, Après la guerre, effectivement. Merci beaucoup Merci, Charles. Michel Fayad et bonne soirée à vous. On va se quitter juste après le journal de Guillaume Lariche. On va quitter nos 2 chroniqueurs, mais on va rester ensemble parce qu'il y aura notamment les chroniques, la chronique santé de Brigitte Millot, ou bien tout un tas d'autres chroniques, notamment le billet d'humeur de Laurent Tessier. Merci à tous de continuer à nous suivre sur Europe 1, il est 20h30.